Niccolo Ferretti est étudiant à la prestigieuse université de Georgetown à Washington. Pour y entrer, il a certes travaillé dur, mais il a surtout payé cher la réputation de l'établissement. Oui, c'est très cher. Les frais de scolarité pour une année coûtent environ 78 000 $. Un coût entièrement assumé par ses parents, qui s'y sont pris très en avance. J'ai vraiment de la chance, car les études ont toujours été une priorité pour mes parents. Et ils voulaient que mon frère et moi recevions le meilleur enseignement possible. Ils m'ont toujours soutenu financièrement dans mon parcours jusqu'à l'université de Georgetown. En fait, ils ont créé un compte dédié où ils ont mis de l'argent de côté pendant des années. Ils s'y sont pris 10 ans avant ma naissance. Sans ces économies, aucun doute que nous aurions dû emprunter. Pour le jeune homme de 20 ans, le prix des études est justifié par la qualité de l'enseignement et la promesse d'un salaire élevé une fois diplômé. Si j'étais de ceux qui pensent qu'il est injuste de demander tant d'argent pour des frais de scolarité, je ne serais pas venu ici. J'estime qu'à un tel niveau d'enseignement, ce prix est normal. Georgetown prépare très bien ses élèves au marché du travail et à obtenir un salaire assez élevé dès le premier emploi. Et même si rembourser un gros prêt étudiant reste un fardeau, on parle quand même de salaire de départ aux alentours de 55 000 $ par an. Mais sa réalité est loin d'être partagée par une majorité d'Américains. En 2018, 69% des élèves ont contracté un emprunt étudiant et de nombreux jeunes diplômés peinent à trouver un emploi qui corresponde à leur niveau d'études. Amari Linton fait partie de ces déçus. Diplômée d'une université privée de Chicago, ses 4 ans d'études ont coûté 100 000 $ qu'elle a pu financer en partie grâce à un programme fédéral d'aide financière. Sa dette s'élève à 34 000 $, alors chaque centime compte. 6 $ pour du maïs. En ligne, on peut avoir 2 boîtes pour 6 $. Ça vaut pas le coup. Amari a trouvé du travail dans l'industrie pharmaceutique juste après l'université. Chaque mois, un tiers de son salaire part dans le remboursement de sa dette. Je surveille mon compte en permanence. C'est une vraie source d'angoisse de voir qu'il baisse. Je fais juste des courses du quotidien et j'essaie de rembourser ma dette au maximum. Pour rembourser son prêt, la New-Yorkaise vit en colocation dans l'est de Brooklyn et fait de nombreux sacrifices. Je ne fais jamais rien, je ne peux rien me permettre. Même aller voir ma famille à Saint-Louis n'est pas une décision anodine. C'est une folie. L'aller-retour coûte environ 300 $. Et en théorie, pour quelqu'un qui gagne ce que je gagne, ça ne devrait pas être une folie. À seulement 25 ans, Amari se sent emprisonnée par sa situation financière. Il y a cette idée reçue selon laquelle il faut aller à l'université parce que si tu y vas, tu auras une meilleure carrière et tu pourras construire quelque chose de grand. En réalité, tu passes le restant de tes jours à rembourser. Alors je me demande, à quel moment est-ce que la vie commence ? Au total, la dette étudiante s'élève à 1 500 milliards de $. Mais alors pourquoi les universités privées continuent-elles d'augmenter ? Nous avons posé la question à ce chercheur spécialisé dans l'éducation. Il n'y a aucune raison pour les grandes universités de garder des prix raisonnables. Elles savent que si quelqu'un renonce parce qu'il ne peut pas payer les frais de scolarité, quelqu'un d'autre le pourra ou fera en sorte de le faire. L'enseignement supérieur est donc devenu un facteur clivant entre riches et pauvres. Pour Ben Miller, cette situation n'est pas viable à long terme. En théorie, les études supérieures devraient être la passerelle qui permet aux étudiants issus de milieux modestes d'accéder à un niveau de vie plus élevé. Mais ce qui se passe avec l'augmentation des prix, c'est que ces individus empruntent de plus en plus ou bien ne s'orientent pas vers les mêmes écoles. Nous recréons les inégalités qui existent dans l'enseignement primaire et secondaire. Les riches vont dans les écoles les plus réputées et les pauvres n'y ont pas accès. Autre conséquence, la baisse de pouvoir d'achat. Harrison Beecher est agent immobilier à Washington. Il a vu la situation changer ces 5 dernières années. Si une part importante de ce que vous gagnez part dans le remboursement de votre dette, cela fait inévitablement baisser votre capacité d'emprunt. Avec les prix de l'immobilier qui augmentent eux aussi, le pouvoir d'achat baisse. C'est là qu'est le problème, surtout pour ceux qui font 5 ou 6 ans d'études. Pour pouvoir acheter un logement,
Les jeunes cadres doivent désormais sortir des villes. C'est le cas de Garvey, 31 ans, lui aussi diplômé de l'université de Georgetown. Garvey vient de signer sa première maison à 12 km du centre de Washington. J'ai pu rembourser mon prêt étudiant, ce qui m'a permis d'investir dans cette maison, alors que la plupart des gens de mon âge ont du mal à en faire autant. Ils doivent d'abord réduire leurs dettes. C'est un poids énorme pour toute une génération. La dette étudiante est devenue la deuxième source d'endettement aux États-Unis après l'habitation. Plus d'1 million d'Américains font défaut chaque année, un chiffre qui, selon les experts, pourrait atteindre les 15 millions d'ici 2023.